Bonjour à tous. Il y a 2 ans, nous avions réalisé une petite vidéo avec un médecin belge, le docteur Yves Delocte, et Françoise, qui habite dans les Vosges et que nous sommes venus visiter aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son chemin depuis que nous étions venus la voir et qu'elle témoigne de sa situation actuellement. Donc Françoise, je te passe la parole. Voilà, on est toujours fidèles pour essayer de témoigner, pour essayer d'avoir une loi comme en Belgique, c'est-à-dire une loi qui nous permette en fin de vie, en fin de parcours, de pouvoir bénéficier d'une euthanasie, comment on dit, aidée par un médecin ou d'un suicide assisté, non? Les suicides assistés en Belgique sont toujours aidés par un médecin. Oui, voilà. Et ça, on y pense depuis longtemps, c'est une loi que l'on aimerait bien avoir en France, on débat de ça depuis plus de 30 ans et on n'a toujours rien. Donc on espère avec le nouveau président peut-être avoir une chance de pouvoir amener cette loi au-devant de la situation. Enfin voilà, pour ce qui est de mon cas, j'ai un cancer depuis 17 ans, j'ai bénéficié d'une rémission pendant 12 ans. Et ces 5 dernières années, c'est récidive avec 5 opérations consécutives. Les 2 dernières étant assez lourdes au niveau de la tête. Et l'avant-dernière datant du mois de janvier. Et la dernière opération datant d'il y a 3 semaines. Où on m'a enlevé une tumeur qui récidivait encore au niveau du coin de l'œil et du nez. Alors là, ça commence à devenir dur, parce que c'est douloureux, c'est difficile. Pour l'instant, je tiens le coup, je me bats, je fais tout ce que je peux parce que justement, je sais que le docteur Delocte est d'accord pour m'aider dans le cas où j'aurai besoin de finir ma vie en Belgique pour bénéficier de l'euthanasie comme la loi le permet en Belgique. Et heureusement pour moi que j'ai cette alternative parce que sinon, je pense que j'aurais déjà baissé les bras et je ne suis pas sûre que je me serais déjà fait opérer ces 2 dernières fois parce que c'est quand même des opérations qui sont très lourdes, très difficiles à supporter et je pense que si je l'ai fait, c'est justement parce que j'ai la possibilité de terminer ma vie en Belgique le jour où je le déciderai, où je pense que j'aurai atteint mes limites. Donc voilà, ça c'est où j'en suis arrivée. Alors maintenant on va essayer de parler de cette fameuse loi qu'on aimerait avoir en France et on ouvre un petit débat entre nous. Voilà, alors si quelqu'un... Donc si je te comprends bien, le fait de savoir qu'il y a cette possibilité d'euthanasie a prolongé ta vie, si j'ose dire ça comme ça. Tu te dis que si vraiment un jour ça ne va plus, j'irai en Belgique, je sais qu'il y a cette possibilité, mais j'ai envie de continuer à vivre, je suis passé par toutes ces opérations, en sachant que si un jour je suis au bout de mes souffrances, je peux aller en Belgique. Mais pour moi, l'essentiel de ce que tu as dit, c'est que cette loi belge t'a donné envie de continuer les traitements en France. Oui. Je trouve ça très important parce que l'euthanasie ne veut pas toujours dire mort à plus ou moins brève échéance. Beaucoup de patients comme toi m'ont déjà dit, grâce à cette loi en Belgique, je vais reprendre mon traitement ou continuer mon traitement. Et je trouve ça très très important. Disons qu'avec cette possibilité-là, je pense que la vie est devenue, cette vie difficile qui est une vie de femme qui a un cancer et qui est difficile, est devenue une vie qui est beaucoup plus belle parce qu'aujourd'hui j'étais obligée d'arrêter de travailler vu toutes les opérations que j'ai et les difficultés au niveau ORL. Donc j'étais obligée d'arrêter de travailler, mais je continue à prendre du plaisir partout et je subis ces opérations-là, mais avec beaucoup plus de facilité parce que j'ai pas de haine, j'ai pas de rage, j'ai pas de colère parce que je me dis le jour où j'en pourrai plus, où je sentirai que je suis au bout de mes limites, je sais que le docteur Delocte m'aidera à finir ma vie comme je le veux. Et c'est vrai qu'on en parlait dernièrement. C'est vrai que si ça n'était pas le cas, si j'avais pas cette alternative, je pense que je serais pleine de frustration, de colère, de désarroi. Je me sentirais triste et malheureuse parce que j'aurais fini de vivre comme je le voulais. Alors que pour l'instant,
vu que j'ai cette possibilité-là, je peux vivre, je vais avoir un petit garçon, un petit-fils dans 2 jours, je profite encore de la vie parce que j'ai cette porte de sortie. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et je pense que cette possibilité d'euthanasie, c'est une opportunité, c'est une chance qu'on peut avoir et c'est pas du tout à associer avec une mise à mort, ça n'a rien à voir. Au contraire, ça prolonge la vie des gens. Et les gens qui ont cette possibilité-là, eh ben, ils mettent beaucoup plus de goût et de saveur à leur fin de vie parce qu'ils veulent en profiter jusqu'au bout. Et j'en parlais avec le docteur Deloc tout à l'heure. J'ai un médecin qui me suit depuis le début de mon cancer, qui est très gentil, on s'entend très bien, il est très compatissant, et je lui disais que c'était beaucoup plus facile de parler avec un docteur belge qui m'aiderait à finir mes jours comme je le veux, qu'avec mon propre médecin qui lui a beaucoup d'empathie, beaucoup de tristesse pour moi, mais qui est bloqué parce qu'il sait très bien qu'en France, même s'il me connaît depuis presque 20 ans, je vais terminer dans un mouroir à côté de chez moi et qui sera là à venir me voir tous les jours, à attendre que je meure et qu'il n'aura pas d'autre alternative. Donc ça crée entre le médecin et le patient un froid quelque part parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Alors qu'avec le docteur Deloc, ça ne pose aucun problème. On peut rire, on peut parler, on peut sans aucun tabou, sans aucune difficulté, parce que je suis sûre que ce médecin se met à ma place et se dit, si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me traite pareil, qu'on fasse pareil pour moi, parce qu'il en a la possibilité. En France, on ne peut pas. Donc c'est quelque chose de fermé, on ne parle pas, il y a un mur. Non pas que les médecins soient moins empathiques, mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que... Tu peux poser des questions peut-être au médecin. En Belgique, nos patients nous posent beaucoup de questions. Tu peux lui dire, mais que feriez-vous si vous étiez à ma place, par exemple? Mais je lui ai déjà posé, il m'a dit qu'il comprenait très bien que je veuille me diriger vers la Belgique. Et il n'a aucun... Mais je sens bien que lui... Ça s'arrête là, parce que lui il n'a pas ni la possibilité de m'accompagner psychologiquement, amicalement, parce que lui, c'est pas dans ses cordes. Et je pense aussi que c'est parce qu'il y a une zone de non-parole. Bah, ils peuvent pas dire quoi. Voilà. On peut en parler. On peut quand même en parler. Dans le cas de Françoise qui veut aller mourir en Belgique, si elle lui demande ça en France, c'est pas possible, non. Puisque la loi l'interdit. Oui, tout à fait d'accord. Et lui, il sait comment se terminent les vies des gens qu'il côtoie, tous ces gens qui sont en fin de vie à l'hôpital de Bruyères, parce que je peux le citer, et ben il va les voir, ils ont des antidouleurs, ils ont des... Mais bon, voilà, quoi, c'est des semaines qui se traînent en mourant, et il est obligé d'assister à ça, il fait ce qu'il peut, mais il est très limité, quoi. Oui, en Belgique, vous avez quand même la passerelle entre les unités de soins palliatifs et les demandes d'euthanasie, et quelqu'un qui est en unité de soins palliatifs en Belgique sait très bien qu'il peut y rentrer en ayant la possibilité par la suite de demander une euthanasie et d'être entendu. Oui. En France, quelqu'un qui va aller dans une unité de soins palliatifs, il y rentre et il y reste jusqu'au bout. Voilà. Donc à part la loi Leonetti qui vient de dire on doit pas souffrir, mais c'est dans les toutes dernières heures de la vie. En fait, en Belgique, c'est pas du tout la même chose parce que la personne sait qu'elle n'aura pas besoin d'aller au bout du bout et d'attendre d'être à 3, 4, 5 heures de mourir ou la veille pour pouvoir être aidée. Je pense que c'est quand même quelque chose de beau, bien différent. Oui, vas-y. Je disais, j'ai eu la chance de débattre un débat télévisé avec c'est le docteur Leonetti. Oui, lui qui était sur France 2. Voilà. Et je me rappelle qu'à l'époque, il disait « Mais de toute façon, les soins palliatifs, vous vous rendez compte, on vous endort, donc vous ne sentez rien. » Alors là, c'est pareil, c'est aussi un débat qu'on pourrait lever comme ça, parce qu'on nous dit « On vous endort, vous sentez rien ». C'est comme si vous étiez anesthésié, mais c'est pas vrai, c'est pas une anesthésie. Les soins palliatifs, c'est pas des anesthésies. Alors quelque part, on se dit « On nous endort ». Les médecins, la famille ne vous voient pas, vous dormez, mais est-ce que vous souffrez pas? Personne ne peut le dire, vraiment. Personne ne peut l'affirmer. Mais par contre, on ne vous voit pas souffrir. Ça, c'est un fait certain.
Et on va me dire, oui, mais attention, les médecins, ils savent de quoi ils parlent. Et moi, je regrette, je ne suis pas d'accord, parce que les médecins n'ont pas la science infuse. Quand on pense que les bébés, les nourrissons, jusqu'en 1970, n'étaient ni anesthésiés pendant les opérations, ni rien, parce que apparemment les médecins disaient qu'ils ne souffraient pas, qu'ils étaient semi-conscients et que de toute façon ils ne se rappelleraient pas. Mais vous vous rendez compte, 1970, moi je suis née en 59, mon fils est né en 81, c'était hier comme on dit. Et j'ai pas envie qu'aujourd'hui on nous dise, mais les soins palliatifs, quand vous êtes vraiment mal, on vous endort jusqu'à ce que mort s'en suive, on vous endort, on vous arrête l'eau, la nourriture, et vous allez mourir doucement sans souffrir. Et que dans 20 ans ou 30 ans, on dise, mais vous vous rendez compte comme les gens souffraient, et on s'en rendait pas compte, on le savait pas. Alors qu'on n'aille pas nous dire des choses comme ça, parce que l'euthanasie, c'est tellement simple pour des gens qui sont en fin de course, en fin de vie, mais non, il faut compliquer les choses, il faut les laisser en soins palliatifs, en les endormant et en se disant ils ne bougent plus, ils ne sentent rien, alors qu'on n'en sait rien. Et voilà, et qu'on ne dise pas que tous les médecins sont d'accord avec Leonetti, c'est pas vrai. Non. L'importance dans ce débat-là, c'est le respect du choix des malades. Voilà. Les gens qui veulent aller en soins palliatifs et uniquement en soins palliatifs, c'est tout à fait leur droit. Par contre, à mon avis, ce qui n'est pas normal, c'est que les personnes qui sont déjà en soins palliatifs et qui demandent à être aidées pour partir n'aient pas le droit de le faire. Puisqu'il n'y a pas de loi. Voilà, il faut que chacun. Oui, mais cette loi-là devrait donner le choix aux personnes de continuer leurs soins palliatifs jusqu'au bout s'ils le souhaitent, mais aussi le droit d'arrêter cette souffrance et cette mort lente. Alors on va répéter quand même qu'en France, il y a plus de 90% des gens qui sont pour l'idée d'avoir une loi comme en Belgique, d'une part, et que, ma foi, voilà quoi, les gouvernants ne font toujours rien. Alors aujourd'hui, on a un nouveau président, le président Macron, qui a 39 ans. Alors j'ai entendu une interview à propos de l'euthanasie et le président Macron disait oui, c'est un sujet difficile, il faut en parler, mais il faut surtout en débattre, il faut prendre le temps d'en débattre. Mais je voudrais dire au président Macron, si un jour il entend ou il voit cette vidéo, je voudrais lui dire, ça fait 30 ans qu'on débat, 37 ans qu'on débat de ce sujet en France. 37 ans, c'est-à-dire que quand j'étais toute jeune, je me disais, j'aurais peut-être cette chance d'avoir une loi pour moi quand je vais mourir. J'arrive à un âge où je risque de mourir très bientôt et elle n'est toujours pas là. Je pense quand même un petit peu parce qu'il a 39 ans et ça fait 37 ans qu'on en débat. Donc, qu'il voie un peu... Moi je vais mourir bientôt, entre guillemets, parce que je suis quand même en phase bien critique de cancer, après quand même 17 ans et 8 opérations. J'arrive quand même, je suis un petit peu à bout de souffle, même si ça se voit pas trop comme ça, mais je me dis, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et j'aimerais bien quelque part me dire qu'eux auront cette chance-là. Mes filles, elles accouchent sous péridurale, moi j'ai accouché par moyen naturel, mais aujourd'hui je me dis, c'est bien si elles souffrent pas, et on explose justement... Pour ce qui est du président Macron, lui qui est vraiment avec l'ouverture, le mondialisme, l'Europe, le libre-échange et tout le progrès, la progression, là aussi il faudrait qu'on progresse quand même. On progresse en informatique, on progresse dans tous les domaines et ça reste encore, on doit accoucher dans la douleur et mourir dans la douleur. Déjà accoucher, on a réussi à faire quelque chose. Pour ce qui est de l'avortement, on a quand même réussi à quelque chose aussi grâce à Madame Veil, mais aujourd'hui on aimerait bien que le président Macron il fasse un petit peu quelque chose pour nous, surtout que ça ne concerne que les gens qui le demandent. Si ça empiétait sur la vie ou sur la liberté des autres, mais en aucun cas. C'est une liberté supplémentaire. Je voudrais revenir un peu à ton cas personnel, donc deux choses qui m'ont encore interpellé. Tu as dit la vie est très belle, pour le moment tu as dit ça il y a quelques instants. La vie est très belle pour toi, malgré tout, ou depuis toutes ces opérations. Pourquoi est-ce que la vie est si belle maintenant? Pour moi, malgré tout ce que tu... justement, parce que je sais que je t'ai, toi, pour m'aider le jour où je serai vraiment mal. Donc, comme je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un de battant et qui aime la vie,
Et ben même si du moment que je peux marcher, que je suis autonome et tout, même si je suis un peu défigurée, même si je souffre dans ma tête, parce que j'ai une tête, on croirait à... J'ose même pas dire ce qu'on croirait. Et je profite du soleil, de la verdure. La vie est plus belle maintenant qu'il y a 10 ans? Non, elle n'est pas plus belle parce que j'ai toujours aimé la vie, mais au moins je la prolonge, j'ai le plaisir en moi de la prolonger jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça a toujours été une angoisse pour moi. Je me suis dit, j'ai tellement aimé la vie, j'ai tellement profité de la vie que j'aimerais pas qu'elle soit sabotée, qu'elle soit ternie par le petit restant de fin de vie qui est toujours difficile et douloureux. Mais non, elle n'est pas ternie. Non, tout ça. puisque malgré les opérations, non, les douleurs, ce que tu dois faire. Non, j'ai repoussé mes limites. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas eu cette alternative de pouvoir aller en Belgique, je pense que j'aurais pas supporté cette dernière opération. C'est la plus pénible. Oui, je pense que c'est la plus pénible. Tu peux pénible. un peu expliquer cette dernière opération disons que tu as subi pour qu'on comprenne bien. On m'a enlevé en 5 ans, on m'a quand même enlevé une tumeur qui se situait là. J'avais eu 27 points de suture, on m'a enlevé un peu d'os ici. Après, on m'a enlevé tous les ganglions. C'est un curage bilatéral cervical, je crois que ça s'appelle. Ça, c'était pas la dernière opération. Non. Après, on m'a, j'ai eu aussi métastase au poumon. On m'a opéré des poumons et on m'a opéré de la tête. On m'a enlevé tout le front pour remplacer par un ciment médical parce que j'avais des tumeurs au niveau de l'os. On m'a enlevé cette petite membrane qui est entre le cerveau et l'os. Donc si tu permets, là, il n'y a plus d'os. Non, c'est du ciment. Enfin, du ciment médical. Cette partie-là, c'est du ciment. De ici jusque là, tout ça. Tout ça, c'est du ciment. Donc, c'est quelque chose, je ne peux pas me permettre de me casser la figure et de... Tu ne peux pas tomber, tu as dit tout à l'heure. Non, parce que si ça prend l'air, ça s'infecte tout de suite, il faut qu'ils enlèvent, c'est quelque chose de très... Donc, ça me réduit... Ça ne te fait pas mal? Non. C'est une opération qui n'a pas été très traumatisante. Mais par contre, celle-là, j'ai une tumeur qui continue, toujours la même. C'est une tumeur qui va à droite, à gauche et qui n'arrête pas. Et en fait, ils m'ont enlevé de l'os, du nez, ils m'ont enlevé... Là, il y a encore de l'os en dessous de l'œil? Oui, il y a encore ici, cet os-là. Là, c'est un trou. Ici, il y a un trou. Là, c'est un trou. Ici, là, sur à peu près 2 cm, c'est du trou. Ils ont recousu, ils avaient mis une mèche pour redonner la forme du nez, pour pas qu'il se creuse. Et aujourd'hui, dans ma tête, c'est comme un vide. C'est comme quand je tousse, quand j'éternue, quand je frissonne, j'ai l'impression que tout remue, ça me donne des coups d'électricité, ça résonne. Quand je mange, rien que de manger, j'ai l'impression de solliciter tous les os de ma tête, de mâcher et tout. C'est des sensations très difficiles. Personnellement, je fais attention de ne pas prendre des antidouleurs tout le temps parce que j'aurais envie d'en prendre tout le temps. Parce que tu as mal tout le temps? Je me dis, ça va aller mieux si je prends des antidouleurs. Pour le moment, tu as mal? Oui, j'ai des douleurs. C'est pas des maux de tête, c'est des douleurs. C'est des coups d'électricité, des coups comme des claques, ça lance à droite, à gauche, dans l'œil, de temps en temps, les sourcils, le nez. Il suffit que je rigole ou que je frissonne. Ou qu'il y ait trop de soleil, ou qu'il y ait tout des trucs comme ça. Donc, c'est des situations qui sont très difficiles. Au jour le jour, quoi. Mais plus en entrant dans des détails un peu plus directs, ton hygiène personnelle, tu es obligé de faire des tas de soins tous les jours. Ça, c'est depuis 17 ans déjà. Et c'est pire qu'il y a 17 ans quand même. C'est pire aujourd'hui avec cette dernière opération, c'est pire. Pour qu'on comprenne bien, tu dois enlever quelque chose pour nettoyer tes dents. Sans vouloir j'ai tout un... Pour se rendre compte de la difficulté. Tout un appareillage qui... J'ai plus de mâchoire en haut, j'ai plus de dents. On n'a plus de mâchoire en haut. En haut ici à gauche. La partie gauche. J'ai la moitié du palais d'enlever, donc j'ai un obturateur qui fait mâchoire, dents et obturateur. Et quand j'enlève le tout, il faut que je nettoie tout à la main avec pile électrique, enfin lampe de poche, crochet. 3 fois par jour. Après, parce que tout s'accumule, tout, je veux dire, il n'y a plus rien qui fonctionne, les muqueuses ne fonctionnent plus, il y a tout qui s'agglomère là et il faut que je nettoie tout. Tous les matins, midi et soir, pour pouvoir respirer normalement, pour pouvoir ne pas sentir mauvais, pour pouvoir ne pas avoir de la nourriture qui sort par le nez, pour être propre, quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai besoin de faire moi-même, que même une infirmière
Je veux dire, moi je sens la douleur des muqueuses si je les touche, mais une infirmière, elle peut pas sentir vraiment. Tu Même... n'aimerais pas que quelqu'un le fasse. Oui, voilà, c'est quelque chose de très personnel. Qu'un médecin, une infirmière le fasse avec toi, tu te sentirais humilié ou mortifié? Pas si une infirmière le faisait, mais je veux dire, ça fait partie de la vie intime. Tant que je peux le faire moi, c'est Oui, bien, d'accord. mais j'aimerais pas être alitée quelque part à l'hôpital, et ça serait insupportable pour moi d'être définitivement et que quelqu'un doive faire ça. Une perte de ta dignité. Voilà, là. Mais est-ce qu'elle y arriverait sans te faire souffrir en Non, fait, je en pense plus pas. Je Toi, pense tu le pas. fais mieux que Bah, n'importe moi, je le qui. fais depuis 17 ans, donc je me connais par cœur. Depuis 17 ans Bah tu fais oui, ça depuis qu'ils m'ont opéré la première fois, où ils m'ont tout enlevé, puisque cette première opération, ils m'ont quand même tout enlevé, le haut de la mâchoire, le haut du palais. Donc c'est une grotte, quoi, que j'ai... C'est une grotte. Et si quelqu'un le fait à ta place, il risque de te blesser Ah en oui, mettant oui, l'appareil oui, parce que oui. Bah, c'est souvent quand j'ai dû aller faire des soins chez les dentistes à Nancy et tout, où je suis obligée de me mettre l'appareil et de l'enlever moi-même, parce que quand ils le mettent, ils hésitent un petit peu et tout de suite ça accroche les muqueuses et ça se met à saigner à plein, quoi. Et on m'a déjà renvoyé en me disant bon bah ça saigne trop, il faut en revenir parce qu'on ne peut pas faire les soins comme on voulait pour les dents. Donc c'est des trucs, même pour certaines opérations où ils me gardent tout ça, parce que le fait d'enlever d'un tube, comment on dit, d'un tubé, là, tout ça, bien souvent ils blessaient ces parties-là et ça saignait et tout. Je voulais te poser une question que nos patients nous demandent souvent quand on est malade. Peut-être que tu as déjà demandé ça au médecin. Quels sont vos pronostics? Combien de temps est-ce que je vais encore pouvoir vivre? Qu'est-ce que je peux attendre de la médecine? Bah, les médecins, ils sont... Je suppose que parfois tu leur demandes quel est mon avenir. Bah, déjà, j'avais su par le médecin que si je ne me faisais pas opérer les dernières opérations, il me donnait une espérance de vie d'à peu près 1 an. Il y a combien de temps il te disait ça? Bah, avant de me faire opérer, c'est-à-dire il y a à peu près 5 mois, 6 mois, quoi, même pas. Ouais, janvier, disons. Si tu ne te faisais pas opérer, il te laissait 6 mois. Disons en octobre l'année dernière, en 2016, on me disait si vous ne faites pas opérer, bon, vous aurez peut-être une espérance de vie d'1 an, 1 an et demi, ils ne savent pas trop, mais d'après eux, c'était tellement... J'avais quand même dans le front. Ça commençait à passer puisque ça a atteint une veine ici, la veine sinusiale, là, je pense. Donc, il fallait enlever tout ça, quoi, parce que sinon, après, ça rentre dans le cerveau, et puis après, c'est Et ça t'a poussé à décider d'une intervention? Oui, je l'ai fait parce que je sais que je Tu peux... voulais vivre encore? Mais bien sûr que je veux vivre, puisque je sais que le jour où je ne voudrais plus vivre, je peux être prise en charge en Belgique. Mais sinon, je pense que j'aurais... Je pense que ces 2 dernières opérations-là, si j'avais pas eu cette alternative de pouvoir aller en Belgique, je ne pense pas que je les aurais faites. Parce que c'était une atteinte à ma personne et qu'après, si j'avais dû rentrer dans ce piège médical, que j'appelle ça un piège médical parce qu'une fois qu'on est dans leurs bras et qu'on est trop faible et tout pour se défendre, on s'en sort plus, quoi. On a juste la compassion des gens, de la famille, des médecins et tout, mais ça s'arrête là. Donc, je pense pas que je l'aurais fait. Et maintenant, après ces 2 opérations que tu as subies, les médecins te disent quoi? Ben, on gagne du temps, c'est un Ça, tu te dis, on gagne du temps. Ben oui, parce 6 mois, que, 1 an, en fait, j'ai encore des trucs ici, j'ai encore des douleurs ici qui sont sûrement des récidives. Tu Donc, m'as dit tout à l'heure oui. qu'il y avait des récidives de l'autre côté. Oui, à mon avis, ici, mais là c'est sûr, ici au niveau du front, ils n'ont pas Là, pu... il y a une récidive. Ouais, ils n'ont pas pu intervenir parce que là, comme j'ai de l'os en ciment, enfin un ciment, Dans le ciment, il y a des c'est juste récidives. en dessous, donc ils ne peuvent pas risquer de prendre l'air, d'aller. Alors pour l'instant, c'est sous surveillance. On va voir comment ça évolue, et selon comment ça évolue, mais maintenant, moi dans ma tête, j'en suis à vivre le mieux possible avec ce qui me reste, parce que je sais qu'avec les rayons que j'ai eus, les opérations que j'ai eues, ils peuvent plus vraiment intervenir sans laisser des trous, sans laisser vraiment des grosses marques Ils parlent d'intervention. de refaire encore des interventions. Ils t'ont Je pense, proposé non, encore. ils m'ont pas proposé pour l'instant parce que je suis en plein, là je sors d'une opération, Ouais. donc on n'a pas fait encore les contrôles et tout qui s'imposent. Mais je pense que si je le demandais, ils le feraient parce qu'ils savent que je me bats et que je fais tout pour Tu es revenir courageux. sur mes... Bah, courageux, comme je te l'ai déjà dit, c'est parce que moi c'est pas mon but, mais je veux dire, mon principal souci quelque part, c'est de pouvoir être autonome, de pouvoir
aller marcher, de pouvoir recevoir mes enfants, tant que je pourrais faire mes soins toute seule, être autonome et tout, qu'importe que je sois un petit peu défigurée, que j'ai un peu de soucis de douleur et tout, que j'arrive mal à dormir, que j'arrive mal à respirer, ça va, je travaille plus, ça va, je m'en sors. Mais le jour où j'aurai trop mal, où je n'arriverai plus à me débrouiller toute seule, je sais que je dirais bon, bah ça y est, la vie est belle, merci à tout le monde, mais je m'en vais et je laisse la place aux autres, mais j'ai été heureuse de vivre. Mais moi, ça me va. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Mes enfants, ils sont tristes, comme tous les enfants qui risquent de perdre leur mère et tout. Ils sont très, ils sont très... Lucides. Lucides, non mais ils sont très aimants, très prévenants. Oui, très prévenants, ils sont gentils comme tout, c'est des vrais amours, même tous ceux qui m'entourent, ma famille, mes frères et sœurs et tout, mais ils respectent mon choix et à la limite, je pense même qu'ils pensent que c'est le bon choix. Hein, parce que ils savent que de toute façon, qu'ils pleurent le jour où je leur dirai bon, bah, je pars en Belgique, on va se faire un petit repas ou quelque chose, ou on va aller, j'en sais rien, on va peut-être aller promener les chiens, faire n'importe quoi, je ne sais pas. Mais ils diront, maman elle part comme elle voulait partir. Alors que s'ils me voyaient au mouroir de brouillard, excusez pour l'expression, mais c'est ce que je pense, et bien là, je pense que là, ils souffriraient vraiment, quoi. Ils seraient ensemble, ils pleureraient ensemble, ils attendraient, ils seraient partagés entre l'envie de venir me voir et la tristesse de me voir dans un tel état, et tout. Et l'espérance aussi de voir que ça s'arrête quand même, quelque part. Quand on voit quelqu'un comme ça qui est sur un lit, qui souffre. Oui, je pense que quelque part, on se dit vivement que ça s'arrête, qu'elle soit soulagée et qu'on soit soulagé aussi de ne plus l'avoir souffrir autant. Alors que là, bon, c'est vrai que ça a peut-être un aspect un peu bizarre pour certaines personnes, mais vu que les gens qui ne veulent pas ça ne seront jamais obligés de partager ça, je comprends pas pourquoi on nous met tant de bâtons dans les roues. C'est la seule loi qui n'oblige personne. Voilà, on n'est pas obligé de suivre la loi. Exactement, ça ne... Alors qu'on soit catholique, qu'on soit, je sais pas, médecin, qu'on ait des convictions complètement autres que les miennes, je le comprends tout à fait, du moment qu'on me laisse et qu'on... Alors évidemment, on va me dire, comme l'avait dit le docteur Leonetti au débat de télé, on va vous dire... Oui, mais vous comprenez, toutes les personnes, tous les Français, tous les gens ont un droit fondamental qui est le droit au suicide. Très bien, droit au suicide, d'accord. Donc on ne doit pas demander à une tierce personne ou à la communauté d'aider à mourir. Mais ce qu'il oublie le docteur Leonetti, c'est qu'on nous a enlevé tous les moyens de mourir par suicide. C'est-à-dire que pour les pauvres gens, entre guillemets, c'est-à-dire propre. Oui, voilà. Je me rappelle que dans le temps, on avait notre petit cocktail. Il fallait un antivomitif, il fallait du diantalvic, 2 grammes. On trouvait ça dans les pharmacies. On le trouvait dans les pharmacies. Le Valium, tout ça. Et on savait, on avait beaucoup de gens avec leur petite pharmacie sous clé, ou pour le cas où un jour ils auraient besoin de s'en servir, quoi. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez plus ça dans les pharmacies. On a enlevé ça au peuple. Qu'est-ce qui reste au peuple? Au peuple, il reste la carabine, la pendaison, la noyade ou se jeter sous un train. La défenestration. Alors, on va dire, on nous fait tout un plat des gens qui veulent mourir par suicide, par euthanasie, comme en Belgique. Parce que vous vous rendez compte, il faut discuter, c'est traumatisant, la famille, est-ce que vous avez pensé à vos proches, etc., etc. Mais quand les gens se suicident avec une carabine qui a du sang plein le plafond, du cerveau plein le plafond, et j'en ai connu, et ou des gens qui se pendent, j'en ai connu aussi, ou des gens qui se jettent sous un train, et j'en ai connu aussi, donc c'est pas rare. Et ces gens-là, vous croyez que les enfants sont pas traumatisés? La famille, les amis, de voir qu'il y a eu des doigts, des pouces, des jambes, de ramasser sur 3 km. Ouais. Ma fille, elle travaille au Luxembourg, elle revient en train tous les jours. Et combien de fois, depuis qu'elle travaille, le train est arrêté parce qu'il y a eu un suicide, qu'il y a eu un... Et ça, je veux dire, c'est monnaie courante, on n'en parle pas. Alors qu'une personne qui va se faire euthanasier parce qu'elle est en fin de vie, qu'elle le demande, ça va faire tous les journaux du coin.
C'est quand même dur à penser. Et je vous dis, on a enlevé le moyen au peuple de se suicider. Proprement, c'était un droit fondamental, d'accord, mais il n'existe plus. On veut bien que les gens se suicident, mais vraiment dans la violence. Alors si c'est ça, les réflexions de nos dirigeants, bonjour quoi. Je voudrais dire quelque chose, sans faire de la publicité pour l'euthanasie, c'est que les gens que j'ai euthanasiés partent toujours en souriant. Oui, mais j'en suis persuadée. Dans un esprit de grande sérénité, même la famille, tout le monde est triste, mais ça se passe toujours oui. très bien. Très très bien, et des mois, même des années après, on reçoit encore des courriers, des coups de téléphone, des familles pour nous remercier. La dernière euthanasie que j'ai faite, il y a quelques jours, ce monsieur, 3 minutes avant son départ, a souri, nous a presque pris dans ses bras et nous remerciait tout le temps. Et je trouve que c'est tellement autre chose que des patients que j'ai connus avant la loi qui ont agonisé pendant des mois et où les familles nous enguirlandaient, nous médecins, en disant qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc, je ne peux pas comprendre d'ailleurs ce genre d'argument. Un départ par euthanasie, malgré la tristesse du départ, et je crois qu'il faut le dire et le redire, ça se passe dans une très très grande sérénité. Oui, j'en suis persuadée. Et les familles sont préparées. Donc le choc est parfois, et toujours évidemment, beaucoup moins brutal qu'un suicide. Moi, j'ai dû constater des suicides dans ma vie, et tu l'as très bien dit. Entrer dans un appartement où quelqu'un s'est tiré une balle dans la tête, c'est épouvantable. Surtout quand la famille doit nettoyer, parce que souvent c'est la famille qui nettoie. C'est des images que moi je n'oublierai jamais. Tandis qu'une euthanasie, comme ça se fait chez nous en Belgique, c'est serein, tout le monde est préparé. Dans les familles, tout le monde n'est jamais d'accord. Il y a toujours des gens qui n'ont pas tellement envie qu'une personne s'en aille par euthanasie, mais le dialogue que nous essayons d'avoir en Belgique permet d'atténuer, d'apaiser les conflits. Et les familles ont le temps de se préparer, de faire leur deuil avant, de se dire oui, papa, maman va partir. Donc moi j'essaie le plus possible de rencontrer les membres de la famille, même les plus jeunes qui parfois ne sont pas d'accord. Ils ne changent pas d'office de position, mais ça atténue les conflits. Et souvent les euthanasies où nous allons, ils mangent tous ensemble avant. Ça se passe, il y a beaucoup de vie, malgré que la mort est présente dans les minutes qui suivent. Donc c'est le jour et la nuit entre quelqu'un qui agonise pendant des mois, ou évidemment avec les suicides, etc. Donc là, moi non plus, évidemment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les médecins français, c'est quand même eux qui sont en partie responsables, et les dirigeants, ne veulent pas faire passer cette loi, parce que ça... Nous médecins, on doit absolument essayer, les Belges aussi, et les Français surtout, de se mettre à la place de la personne qui est en face de nous. Nous sommes, moi j'ai pas le droit de te juger, on n'a aucun droit, mais on doit essayer de se dire, et si c'était moi? Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ça reste une des grandes questions. Si moi j'étais là, à ta place, comment est-ce que je réagirais? Et même si ta conviction n'est pas la même si tu te dis non, moi je voudrais finir par soins palliatifs et tout, je veux dire, tu respectes quand même. Mais on travaille tout le temps avec les soins palliatifs. Chez nous en Belgique, il n'y a pas cette opposition entre soins palliatifs et euthanasie. Moi je fais appel à eux tous les jours, même pour pratiquer une euthanasie. Ils nous aident et ils sont tout à fait d'accord. Et alors ce qui me révolte encore beaucoup dans la loi Leonetti, c'est que les médecins peuvent dire, mais madame, vous ne souffrez pas encore assez, on va encore... La souffrance n'a rien de salvatrice ou de rédemptrice ou tout ce qu'on peut entendre. Il y a des médecins récemment encore qui ont dit monsieur, vous avez une tumeur au cerveau, mais c'est pas assez grave, on va encore attendre 6 mois ou 1 an. Donc je dois dire à mon patient, mais vous n'avez pas encore assez mal. Et dans la loi Leonetti... C'est la loi Leonetti, c'est une des choses... La loi Leonetti laisse tout pouvoir
voir au médecin Oui, jusqu'au il bout. peut refuser. Il peut refuser. Pendant des mois. Directive anticipée ou pas, c'est quand même le Oui, médecin ça sert à qui a le rien. dernier Ça mot. sert à rien. Des fois on dit mais personne n'écrit ces directives anticipées, mais pourquoi les écrire? Moi j'ai fait mes directives anticipées, mais Ça sur sert. mes directives anticipées, il est bien spécifié que je veux mourir par euthanasie, injection Ouais. létale, et comme c'est pas permis en France, eh ben, de toute façon elles n'ont pas valeur. Ouais. Elles n'ont pas valeur, mais je le dis. Je Un le dis parce médecin, que Elles c'est peuvent ma- avoir une valeur si elle est Oui. dans le coma. Et c'est le médecin qui Oui, décide. après, en tout toute dépend. dernière Si tu es sorte. dans le coma, le médecin peut s'opposer en France. Bah, si le médecin Merci. juge que la situation est inappropriée, c'est dans la loi Leonetti, ça. Ouais. C'est ça qui est. Si les directives anticipées ne sont pas appropriées, c'est le médecin qui a le dernier mot et c'est le médecin qui décide. Et on parle des médecins, on parle des gens qui se font euthanasier, comme tu disais, qui arrivent avec le sourire quand même. Quand je dis le sourire, c'est sûr, c'est pas une belle journée comme un jour de mariage ou quelque chose comme ça, mais c'est différent, mais c'est pas une mauvaise journée, c'est pas une journée si triste que ça. Et Tu as raison. D'accord. je me dis qu'on ne prend pas assez en considération quand même. Moi, ça fait 17 ans que je côtoie le milieu hospitalier, les rayons, vous savez comment que c'est, dans les sous-sols des hôpitaux, là, les fameux rayons que tout le monde va tous les quarts d'heure et tout. Et on ne prend pas assez en considération la douleur des gens quand ils sont trop faibles pour pouvoir se défendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée, parce que Dieu sait que j'en ai fait des allers-retours en VSL et tout, avec d'autres gens, et que j'étais dans des salles d'attente, et quand vous voyez ces gens qui sont défigurés ou qui ont des trachéotomies et qui, vous voyez, ils répondent même pas au personnel soignant, ils ont les poings serrés, ils ont une colère en eux, ils veulent même plus, mais on les traite comme des animaux. Moi je dirais, c'est même pas comme des enfants, c'est comme Les animaux, on les traite mieux. mais oui, je trouve ça. Moi Il y a une impression de solitude. mais d'impuissance, c'est-à-dire que les gens sont réduits à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune possibilité d'agir sur leur vie. Plus rien. Et je l'avais déjà dit au cours d'une vidéo que je crois qu'on a fait, mais je le répète aujourd'hui, dans les cas que j'ai connus, un monsieur qui souffrait, qui avait déjà fait de la chimio, de la radiothérapie, tout ça, et qui était en fin de parcours et qui ne voulait plus rien faire. Et on lui avait proposé, il n'arrivait plus à respirer, de lui faire une trachéotomie. Il avait dit non, je ne veux plus, je veux arrêter. Alors on dit, bon bah monsieur, rentrez chez vous. Et il est rentré chez lui et il ne pouvait plus respirer jusqu'à ce que sa femme aille pleurer pour qu'il ait une trachéotomie, parce qu'il souffrait, parce qu'on le laissait dans sa souffrance et tout. Et il s'est retrouvé avec une trachéotomie, mais il ne parlait plus à personne, ses yeux lui sortaient de la tête, il était dans un état, et je me dis, mais c'est horrible. Je comprends pas, moi, quand on a un chat ou un chien malade qui en a à ce point-là, on le prend dans ses bras, on va chez le véto, on pleure tout ce qu'on sait, mais on abrège ses souffrances. Et là, pour les gens qu'on aime, on ne peut rien faire. Non seulement on n'a pas le droit, mais je veux dire, la famille se sent coupable parce que la famille est là à côté de la personne qu'elle aime, que ce soit une mère, un enfant, n'importe. Et elle n'a aucun moyen d'abréger ses souffrances. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'avec la loi Leonetti, on ne peut pas demander une sédation terminale dans des cas comme celui de ce monsieur qui était vraiment au bout du bout? Je Ça fait pense. déjà On peut la demander, Mais le médecin Oui, peut refuser. mais le médecin peut refuser, puisque le médecin peut décider que Le médecin reste la tout situation, puissant. voilà, Parce la que, décision oui. finale. Et des fois, les gens ne savent pas trop quoi demander, parce que quand vous êtes dans cet état-là, dans oui, cet à la fin. état-là, cette personne savait qu'elle ne voulait plus, elle ne voulait pas d'acharnement. Mais après, les recours qu'elle avait, elle était trop faible pour essayer de discuter. Alors la famille aurait pu dire bon. allez Peut-être, trouver mais le vous savez, médecin. dans nos coins paysans, entre guillemets, il y a souvent une vieille femme à côté de son mari, Ça dépend. et ils ont déjà du mal à faire les papiers, du mal à contacter Ouais, c'est compliqué. les trucs. Ouais. Donc, vraiment, se battre à ce niveau-là, Ils sont il y a perdus. tellement de personnes qui en sont pas capables. Moi, aujourd'hui, j'ai une grande gueule, entre guillemets, parce que je suis encore bien dans mes baskets, j'arrive à me... Même malgré tout ça, parce que j'en suis quand même à ma 8e opération à ce niveau-là, j'arrive à m'exprimer, à me fâcher quelque part. Mais pourquoi? Parce que j'ai tellement peur d'arriver à un moment où je ne pourrais plus me battre que j'ai envie de faire ça avant, quoi. Vous voyez?
Et ça c'est terrible. Tu déciderais de te faire euthanasier en Belgique à partir du moment où tu perds ton autonomie. Est-ce que tu t'es mis des limites? Donc, si j'ai bien compris. Mes limites, dans ta tête, il y a déjà des limites. Oui, dans ma tête, mes limites déjà, c'est le fait d'être gravataire ou de ne plus pouvoir faire mes soins moi-même. Ça, c'est très important. Voilà, faire tes soins toi-même. de manger seul ou de boire seul. Ça, c'est une limite. C'est pas la douleur, donc c'est des limites différentes. Non, pour l'instant, c'est pas la douleur c'est physique. ça. C'est mes premières limites. Après, les douleurs physiques, je ne sais pas les limites de mes douleurs parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai eu aucune difficulté. J'ai eu 3 accouchements. J'ai pas ressenti ça comme quelque chose de vraiment terrible, alors qu'il y a des femmes qui trouvent ça terrible. Donc la douleur, on n'est pas égaux devant la douleur. Je me dis que même toutes ces douleurs que j'ai dans la tête, toutes ces difficultés et tout, pour l'instant, je m'en sors parce que c'est sûr que je vais pas aller faire la fête avec des amis et tout. Je sais que la musique, la lumière, tout ça, ça va. Je sais que quand je mange, il faut que je me dépêche d'aller faire mes soins, sinon je suis vraiment très mal. J'ai plein de trucs qui m'arrêtent, mais je peux vivre un peu plus, d'une manière un peu plus solitaire, un peu plus sur moi, mais je vis bien, je me sens bien. Mais le jour où j'aurai vraiment mal à me tordre parce qu'il faut que je prenne, je sais pas combien de cachets par jour et tout, je pense que ça aussi, ça peut être une limite. Le jour où vraiment, une journée sur l'autre, la douleur ne s'arrêterait plus. Je pense que... Tu demandes aux médecins comment ça va évoluer, tu parles avec les médecins, tu leur dis non, ce qui peut se passer dans 6 mois. Disons que je pense le savoir. On n'ose pas poser des questions aux médecins. Je pense pas que le médecin en sache beaucoup plus que moi, en fait. Tu crois? Oui. Il n'y a pas beaucoup de tumeurs comme la tienne. Déjà, c'est pas fréquent. Et puis disons que ce qui pourrait être une limite aussi, ça sera le jour où vraiment un médecin me dira attention, vous risquez d'avoir un AVC ou des pertes d'équilibre ou des qui vont faire, ou si un jour je me casse vraiment la figure ou que j'ai un accident de voiture ou quelque chose parce que, mais bon, ça aussi je le demanderai au médecin comment il pense que ça va évoluer. Pour l'instant, tant que ça n'a pas touché des organes vitaux, vraiment le cerveau ou je veux dire, c'est que des ennuis techniques que j'ai, c'est de la douleur et des ennuis techniques pour ma vie, mais c'est pas encore des ennuis du genre à perdre connaissance ou à... Donc pour l'instant, ça va, mais le jour où vraiment j'aurai des soucis de perte de connaissance ou de choses comme ça, là je pense... une limite à ce moment-là, c'est une limite. Je pense que je remettrai tout ça en question, oui. Je me reposerai la question. Tu décideras toute seule? Oui, tu en parleras un peu avec tes enfants? Toute seule. Bon, après j'expliquerai à mes enfants pourquoi ce sont mes limites. Mais je veux dire, ça c'est quelque chose de très perso, moi je trouve, c'est quelque chose... Et je vous dis, le fait de savoir que je peux bénéficier d'une euthanasie en Belgique me permet justement de prendre plein de plaisir à la vie, parce que je me dis, je ne suis pas encore dans mes limites. Je peux encore faire ça, donc ça me va. Même si je dors plus mal, mais je dors quand même si j'ai plus mal, même si j'ai plus de difficultés à parler, plus de difficultés à respirer, ça va encore, je suis pas... Tu parles très bien. Oui, mais moi je sens, ça résonne dans ma tête. Ça quand tu parles. C'est comme une caisse de résonance, quoi. Ça fait écho dans ma tête. C'est des petites bêtises, quoi, mais c'est des trucs qu'on doit supporter tous les jours, mais que j'accepte, quoi. Je veux dire, c'est comme quand on accouche, quoi. On sait qu'on doit accoucher, c'est comme ça, et que ma foi... Oui, mais tout le monde ne réagit pas aussi bien que toi. C'est justement parce que je suis comme ça que je suis bien contente de pouvoir éventuellement pousser mes limites jusqu'à ce que... Et puis après, je verrai la vie autrement en me disant, maintenant il faut que je me prépare, je vais demander au médecin combien de temps il me reste, combien de temps je peux espérer pour pouvoir prévoir d'aller en Belgique, de dire au revoir à ma famille, de mettre en ordre un peu ma maison, ma vie. Et puis ma foi, je pense on profitera intensément des dernières semaines et qu'après je crois, ça c'est aussi quelque chose de très perso, mais je pense que la dernière semaine ou les 2 dernières semaines seront pour moi, j'éviterai ma famille, peut-être ma soeur parce qu'elle m'accompagnera jusqu'au bout, mais ma proche famille, mes enfants et tout, j'éviterai. Pourquoi? Parce que je suis comme ça. Non, je suis comme ça, je veux que ma fin de vie est assez forte pour supporter justement finir avec le sourire,
parce que si j'avais mes enfants trop proches de moi, ce serait trop difficile à supporter, ça serait trop dur à supporter. Mais comme je suis quelqu'un de très spécial, C'est très fort, Très fort, je pense. comme là, je oui, dis, oui. depuis que j'ai fait ma récidive, c'est-à-dire depuis 5 ans, j'ai commencé à écrire un journal pour mes enfants. Avec tout ce que je vis, j'écris toutes mes opérations, toutes mes douleurs, tout ce que je vis, tout ce que je ressens par rapport à eux, par rapport à ma vie, par rapport... et le jour où je vais mourir, même si je ne les vois pas pendant 8 jours, 15 jours avant ma dernière journée, oui, ils auront toujours ce livre à pouvoir lire ensemble et ils ne seront pas tout seuls avec maman qui est partie. Ils seront là pour savoir jusqu'au dernier moment ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti pour eux. Et ça sera moins dur pour moi de l'avoir écrit que de les avoir en face de moi pour les le dire, bien et puis sûr. pour pleurer plus belle. Et alors là, forcément, je serai devant toi en grosses larmes et ça sera pas mieux. Moi aussi, peut-être. Non, mais voilà quoi. Je voulais encore te demander, donc, depuis le début de ta maladie, est-ce que très vite tu as pensé, te disant si ça va moins bien, j'irai en Belgique par exemple? Non. Tu as commencé à penser à cette euthanasie Disons que toute ma vie, depuis que je suis femme, quoi, je me disais, si un jour j'ai un souci, je veux pas d'acharnement, je voudrais pouvoir mourir comme je veux. Mais ça s'arrêtait là. Après, quand j'ai eu mon cancer, au départ, j'avais que 40 ans, j'ai eu une rémission, donc ça aussi, j'ai un peu oublié. Tu pensais pas alors? Voilà, j'ai pas trop... Si, je pensais toujours qu'en fin de vie, je voudrais pas qu'on m'impose de mourir... Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu as basculé? C'est quand j'ai eu ma récidive à 50 ans, quand j'ai 52 ans, je sais plus exactement, 52. Quand j'ai eu cette récidive, là, je me suis dit, tu as 50 ans passés, et là, maintenant, ça récidive, 1 opération, 2 opérations, 3 opérations, jusqu'à 5, jusqu'à maintenant. Je me suis dit, maintenant, ça ne se termine plus, donc c'est la suite logique, quoi. Tu as entamé une démarche avec la Belgique? Oui, dès la récidive, j'ai contacté Claudette et puis on a sympathisé, on a discuté de ces choses-là. On était vraiment en accord avec... on avait les mêmes convictions, les mêmes manières de penser, de voir les choses. Donc on est tombé d'accord sur plein de choses et puis... c'était une évidence, quoi. C'était une évidence. Voilà, quoi, la France, la France ne proposant rien pour des gens comme moi, comme beaucoup de gens, c'est pas un sujet dont on parle vraiment fréquemment, mais beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Et vu que la France ne propose rien et que la Belgique est pas loin, et j'ai la chance là, que la Belgique soit pas trop loin, parce que je vois, j'ai quand même une fille qui est en Bretagne, je me dis si un jour elle a un souci, comment elle fera? Nous avons des patients français qui viennent du sud de la France jusque chez nous. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est tellement plus simple quand on a un souci de pouvoir avoir 2 heures ou 3 heures plutôt que 10 heures de devoir. Ça demande encore plus d'anticipation. Mais ce que je peux en tout cas dire, c'est que les Français continuent à nous appeler toutes les semaines. Et ça, il faudrait que les gens le sachent, que tous ceux qui peuvent se tournent vers la Belgique, et ça, c'est insupportable, quoi. Parce que, Dieu sait que j'ai rien contre la Belgique, bien au contraire, mais je me dis, pourquoi je pourrais pas mourir à côté de chez moi? Pourquoi je ne pourrais pas mourir avec mon médecin traitant ou avec les médecins qui me suivraient? Chez toi. Alors plutôt que de devoir aller en Belgique, alors qu'on se sent presque coupable d'enfreindre la loi. Et puis aller en Belgique, ça soulève quand même des problèmes. Oui, on arrive en fin de vie. Il y a les déplacements, il y a les visites qu'il y a à aller faire chez les médecins, plusieurs fois. C'est long, donc il faut on n'est pas sûr qu'un jour les Belges ne ferment pas la frontière par rapport à ce système-là, parce qu'il y a tellement de gens qui demandent. Mais donc, pour dernier message, je dirais que je souhaite vivement que nos dirigeants se remuent un peu et qu'ils soient un petit peu, puisque le monde progresse à une vitesse vertigineuse et tout, pourquoi on n'avance pas à ce niveau-là? Surtout que je répète encore une fois, c'est vrai que je me répète, mais ça ne concerne que les gens qui le demandent. Et tous ceux qui sont contre ça ne sont pas concernés. Donc c'est quand même une liberté
qui devrait être fondamentale pour la personne. C'est une loi de liberté, c'est pas une loi d'obligation. Et à la limite, je trouve ça moins difficile à comprendre qu'à la limite l'avortement. Parce que l'avortement, Dieu sait que je le comprends, mais c'est quand même quelque part arrêter une vie qui commence, même s'il y a tout à fait de bonnes raisons qui n'a rien demandé. de le faire, alors que là c'est quand même des personnes qui sont en fin de vie, je veux dire. Et qui le demandent pour elles-mêmes. Exactement. Et puis si on va par là, si on veut creuser un peu plus, on s'aperçoit que les gens qui demanderaient ça, il n'y en a pas tant que ça. Quand on voit les gens qui se suicident, les petits vieux qui se suicident, on n'en parle pas, mais il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, il y en a plus il y en a 4 fois plus que d'accidents de voiture, des suicides. Et sur les suicides, il y en a au moins autant de personnes qui se suicident pour des cas de fin de vie comme le mien, que d'accidents de voiture. Mais là, bon, il n'y a pas de radar à mettre, donc on n'en parle pas. Tu as tout à fait raison. Donc, je voilà. pense que grâce à une loi, la loi, je dis ça souvent, protège le patient et le médecin. S'il y a une loi nécessaire, il y en a qui disent mais ça sert à rien. Si vous avez une loi pour l'euthanasie en France, on va éviter tous ces suicides qui sont affreux. Mais oui, affreux. Et dont on ne parle pas, et c'est ça ça va le pire. protéger le patient, donc le patient saura exactement comment il va mourir, avec un médecin qui va respecter la loi, qui va utiliser les bons produits. Exactement. Parce que maintenant, des euthanasies clandestines, il y en a en France tout le temps. Et donc, il y a des euthanasies qui sont mal faites parce que malheureusement, les produits qu'il faut utiliser ne sont pas utilisés par les médecins. Les euthanasies clandestines en France, on ne demande pas toujours l'avis du patient. Donc, pour nous, les Belges, c'est la condition première. Oui. Le patient doit demander. C'est le patient qui décide. C'est plus un soin imposé par le médecin, c'est le patient qui décide. Et c'est très, très important. Mais oui. Donc, ça va protéger le patient et ça va protéger les médecins. Il y a beaucoup de médecins qui ont peur, évidemment, de faire des euthanasies clandestines. Ils savent que s'ils le font, ils risquent la cour d'assises. La cour d'assises. Bien sûr. Donc, ça reste essentiel, ça protège tout le monde. Et tous ces affreux suicides dont tu parles, il y en aura, je pense, beaucoup moins. Une loi est nécessaire, sans vanter la Belgique, avec des conditions très strictes que nous respectons. Mais une loi, elle est faite pour éviter les dérives, elle n'est pas faite pour... Elle est faite pour éviter les dérives et les clandestines. Monsieur Leonetti prétend qu'en Belgique, il y a des euthanasies clandestines. En France, elles sont toutes clandestines. En France, elles sont toutes clandestines. En Belgique, il n'y en a pas de clandestines. Peut-être que de temps en temps, il est possible. Non, mais je pense que quand en France, on parle ils confondent avec la sédation terminale. En fait, c'est pas parce qu'en Belgique, ils ont l'euthanasie qu'ils n'ont plus la sédation terminale. Alors, quand il y a des euthanasies qui sont pratiquées, même parce que la loi est là, je ne vois pas pourquoi il dirait qu'il ferait autrement en se mettant en danger. Mais quand il y a des sédations terminales qui arrivent pour des patients qui n'ont rien demandé, c'est ce qu'on a en France, la sédation terminale, et c'est toujours le rôle d'un médecin. Donc, et ça nous arrive il n'y a aussi, pas à avoir de dérive. Ça, c'est la France qui parle de dérive quand on parle de sédation. En fait. Je voudrais profiter aussi de cette petite vidéo, là, juste pour dire à Madame Macron, Brigitte Macron, que bon, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un de très ouvert. Donc, moi, je vais peut-être mourir avant de connaître ça. Mais j'espère vraiment qu'elle pourra s'attacher à ce que cette loi arrive en France, parce que tout le monde la demande et je pense que c'est quelqu'un de sensé, quelqu'un d'ouvert et tout, qui a l'air d'être proche des gens. Donc voilà, je la sollicite pour ça, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, peut-être pour ses enfants elle aussi ou ses petits-enfants, et je pense qu'elle peut comprendre. Voilà. Alors moi je voudrais terminer, si on avait quelque chose à rajouter. Moi, je voudrais simplement dire qu'il faudrait que les Français se mobilisent pour demander cette loi, qu'elle n'arrivera pas si on ne se mobilise pas, et que malheureusement, peu de Français le font, pas peuvent le faire, le font. C'est vrai que c'est plus facile de se mobiliser quand on est jeune contre le mariage pour tous, et que les malades et les personnes en fin de vie ont plus de mal à se mobiliser pour aller descendre dans les rues pour manifester, mais c'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils ne la demandent pas.
Le dernier recours serait le référendum finalement, puisque il y a plus de 90% de Français qui sont d'accord pour avoir cette loi, que les dirigeants respectent la loi. Oui, c'est une question de société, donc elle peut être débattue par référendum. Nous, en Belgique, on se demande souvent, l'opposition à l'euthanasie vient surtout de qui en France? En France, on a le monde catholique, ça c'est sûr, les religieux catholiques et autres, parce que c'est la première des religions. Mais on a aussi les laboratoires, parce que ça ramène quand même de l'argent, toutes ces fins de vie qui n'en finissent pas. Quand on voit le prix des produits, après on a aussi des médecins mandarins qui veulent garder ce pouvoir-là sur les malades. Bon, je pense maintenant qu'il y en a moins quand même, parce que les médecins, quand ils sont interrogés, on arrive à 50-50 de médecins qui aideraient des malades à mourir s'ils le pouvaient, s'ils avaient la loi, bien entendu. Mais on se dit qu'avec ce nouveau... Et s'il n'y avait pas tout ça, comment expliquer qu'avec un tel pourcentage de Français qui demandent à avoir la loi, on n'arrive pas à l'avoir? Il y a quand même bien quelque part des réponses à apporter. Parce que c'est quelque chose de très simple en fait, puisque même les gouvernants, s'ils sont contre, ils peuvent pas nier que la France le demande, que ça leur coûte rien. Vraiment financièrement, ça leur coûte pas grand chose, à part, je parle pour les laboratoires et tout ça, mais pour eux, ça leur coûte pas grand chose, c'est pas quelque chose qui leur demande 30 milliards d'euros. Voilà Françoise, bien écoute, tu as pu nous donner ton sentiment sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, sur la façon d'aborder cette période quand même difficile de ta vie finalement. Et puis nous avons un médecin belge, qui donne aussi son sentiment et son ressenti sur la loi qu'il a dans son pays. Moi, je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que j'espère que cette loi, on l'aura bientôt. Moi, ça fait 30 ans que je me bats pour l'avoir, ça fait 37 ans que des associations se battent aussi pour l'avoir. On en est toujours au même point, sinon avoir reculé, parce que dans le temps, les médecins aidaient les malades sans rien dire. Maintenant, avec la nouvelle loi Leonetti, ils n'osent plus. Ils n'osent plus aider, donc quand ils le font, c'est à leur risque, c'est péril, parce qu'ils peuvent se retrouver devant une cour d'assises et beaucoup ne veulent plus prendre ce risque. Voilà, alors j'espère que vous pourrez faire passer cette vidéo au plus grand nombre. Moi, pour ma part, je vais essayer de la faire passer à tous ceux qui pourront faire quelque chose pour qu'enfin cette loi réponde à la véritable volonté des malades. Je vous remercie. Merci.